Chapitre 2. Les favorites. Vraiment, tu en es sûre? Oui. Elle m'a dit qu'elle avait vu de ses propres yeux le médecin entrer chez elle. Mao Mao buvait sa soupe tout en laissant traîner ses oreilles. Des centaines de servantes s'étaient réunies dans l'immense réfectoire pour y prendre le petit déjeuner, un potage accompagné d'une bouillie de graines. Assises en diagonale de l'apothicaire, deux jeunes domestiques s'échangeaient les derniers ragots en s'efforçant de dissimuler leur agitation sous une mine blasée. Il a rendu visite à Dame Gyokyo et à Dame Lifa. Non, les deux? Leurs enfants ont quoi? 6 et 3 mois, c'est ça? Exactement. À mon avis, c'est une malédiction. Les concubines au cœur des potins, favorites de l'empereur parmi ses multiples compagnes, avaient accouché il y a peu. Leur rejeton n'avait donc que quelques mois. La nouvelle de leur infortune s'était répandue dans le palais comme une traînée de poudre. Si le mépris qu'inspiraient les maîtresses de sa majesté impériale et les princes et princesses qu'elle lui avait donnés en nourrissaient une partie, d'autres rappelaient davantage les histoires de fantômes glaçantes qu'on se raconte l'été pour faire oublier la chaleur. Les illustrations sont de Tokuo Shino. C'est même certain, d'autant que 3 des enfants de l'empereur sont déjà morts peu après leur naissance. C'est louche, tu ne trouves pas? Née de concubines de très haut rang, la progéniture en question aurait pu revendiquer le titre d'héritier. Le premier-né avait vu le jour avant même l'accession au trône de sa majesté impériale, quand le futur souverain vivait encore dans le palais oriental. Les 2 autres avaient succombé juste après son couronnement. Surtout, tous les 3 étaient morts en très bas âge. La mortalité infantile avait beau rester un phénomène courant, voir la décédance de l'empereur périr si jeune et de manière aussi régulière avait de quoi alimenter l'inquiétude. Seuls les bébés de Dame Gyokyo et de Dame Lifa avaient survécu. Mais pour combien de temps encore? Je sais pas, Kétarès, je te laisse chercher. Se pourrait-il qu'ils aient été empoisonnés? S'interrogea Mao Mao en touillant sa bouillie. Mais non. Sur les 3 nourrissons, 2 étaient des filles. Quel intérêt y aurait-il à assassiner des princesses dans un monde où l'accès au trône était interdit aux femmes? Les 2 commères, assises à côté de Mao Mao, étaient à ce point plongées dans leur conversation qu'elles en délaissaient leur repas. Pensa la domestique en les écoutant discuter sortilèges. Ça n'existe pas, les malédictions. Quelle idée idiote! Comme si un clan entier pouvait être décimé par un mauvais sort. Ce genre d'opinion frôlait l'hérésie, mais la jeune fille avait assez d'expérience pour appuyer ses dires. Il pourrait s'agir d'une maladie ou d'un problème congénital. Comment sont-ils morts précisément? La question la taraudait. Mao Mao avait toujours privilégié la discrétion. Elle n'avait pas pour habitude de se mêler des affaires des autres. Ce jour-là, pourtant, elle céda à la curiosité en interrogeant ses voisines, ce qu'elle n'allait pas tarder à regretter amèrement. Encouragée par cette marque d'intérêt, Shaolan, la servante adepte des potins du Rougong, vint régulièrement à la rencontre de Mao Mao pour lui confier les derniers commérages qu'elle avait recueillis. Quelques jours plus tard, il y a 2 adaptations en manga. Il y en a 2. Quelques jours plus tard, la jeune commère se glissa à côté de sa nouvelle confidente, le temps de lui faire son rapport. « Je ne connais pas toute l'histoire, mais à ce qu'il paraît, ils s'affaiblissent de jour en jour, lui avoua-t-elle en dépoussiérant le cadre d'une fenêtre. Le médecin de la cour intérieure rend plus souvent visite à Dame Lifa qu'à Dame Gyokyo. Sans doute que son état est plus inquiétant. Dame Lifa aussi est malade? Oh oui, la mère et l'enfant souffrent du même mal. Pour sa part, Mao Mao soupçonnait le praticien de surveiller davantage Dame Lifa, non pas parce qu'elle était plus souffrante, mais parce qu'elle avait donné naissance à un fils. La préférence de l'empereur allait à Dame Gyokyo, mais, manque de chance, elle avait mis au monde une fille. Et entre un petit prince et une petite princesse, pas besoin d'être très futé pour se douter à qui allait le traitement de faveur. Comme je te l'ai dit, je n'ai pas tous les détails, mais on raconte qu'elle a mal à la tête et au ventre, sans compter qu'elle a aussi parfois envie de vomir. Satisfaite d'avoir pu partager ses dernières trouvailles, Shaolan partit s'affairer ailleurs. Pour la remercier, Mao Mao lui promit un thé à la réglisse concocté à partir des racines de plantes qui poussaient dans les jardins du palais. En dépit d'un parfum très fort de médicaments, le goût en était très sucré. La jeune commère en fut comblée. Rares étaient les petites douceurs dont pouvaient se délecter les servantes. Migraine, maux de ventre et nausées.
récapitula Mao Mao. Une liste de symptômes suffisante pour inspirer quelques théories, mais qu'elle ne pouvait pas encore confirmer. Son père l'avait toujours mise en garde sur le danger de laisser des suppositions influencer sa réflexion. « Je devrais peut-être aller jeter un œil par moi-même », se dit-elle. Vous avez même le ASMR mouchage. Pour ce faire, la jeune fille était bien décidée à accomplir ses corvées au plus vite. La cour intérieure était immense. En plus des concubines et des eunuques, un nombre incroyable d'employés y était logé. À l'instar de Mao Mao, certaines servantes s'entassaient à 10 dans un seul dortoir. Du côté des concubines, les moins élevées dans la hiérarchie devaient se contenter d'une chambre quand celles d'un rang moyen disposaient d'appartements. Celles de haut rang résidaient, quant à elles, dans de véritables petits palais dotés de jardins et de salles de réception, des propriétés parfois plus vastes qu'un village. La jeune apothicaire avait rarement besoin de quitter le quartier oriental du Rogong. D'ailleurs, elle n'en avait ni le temps ni la possibilité, à moins d'y être expressément envoyée. Si on ne me confie pas une mission là-bas, il ne me reste plus qu'à trouver un prétexte, conclut-elle. Elle s'approcha d'une femme qui portait un panier rempli de vêtements de soie. Le traitement de ces tissus délicats était l'apanage du quartier occidental. Comblâmes la mauvaise qualité de l'eau ou la brusquerie des lingères, le constat était le même. Aucun vêtement de soie ne revenait indemne d'un passage au lavoir du quartier oriental. Mao Mao avait compris que les fibres réagissaient différemment selon qu'on les fasse sécher à l'ombre ou au soleil. Malgré tout, par souci de discrétion, elle s'était abstenue d'en faire part à qui que ce soit. Toujours était-il que ces habits de soie allaient bientôt être rendus à leur propriétaire. « Tu voudrais bien me donner ton panier ? Je meurs d'envie d'apercevoir l'eunuque du quartier central dont tout le monde parle. » plaida-t-elle soudain après s'être remémoré une autre rumeur colportée par Shaolan. « Il paraît qu'il est d'une beauté à se pâmer. » La servante qu'elle avait abordée lui céda son fardeau sans se faire prier. Même les eunuques jouissaient d'un peu de popularité parmi les jeunes femmes qui n'avaient aucune chance de rencontrer l'amour entre les murs de la cour intérieure. On racontait qu'ils épousaient parfois d'anciennes domestiques. Comme Mao Mao ne s'était jamais intéressée aux histoires de cœur, elle comprenait mal l'attirance que certaines éprouvaient pour les eunuques, voire pour d'autres femmes. Elle poussa un petit grognement. « Je me demande si je tomberai un jour amoureuse, moi aussi, » songea-t-elle. Mais elle en doutait. Une fois acquittée de sa course, elle s'approcha d'un édifice du quartier central, laqué de rouge et couvert de gravures. Ses piliers se dressaient comme de véritables œuvres d'art. Aucun détail n'avait été laissé au hasard, ce qui donnait à l'ensemble du pavillon un aspect raffiné, à des années-lumière de ceux qui bordaient le quartier oriental. La demeure, parmi les plus grandes de la cour intérieure, était occupée par dame Lifa, la mère du jeune prince souffrant. En l'absence d'une impératrice officielle, elle restait la femme la plus influente du Rogong. Et pourtant, en avisant la scène qui se déroulait sous ses yeux, Mao Mao aurait pu se croire revenue en ville. Indifférente aux efforts d'un homme qui tentait vaillamment de rétablir le calme, une foule dense et agitée entourait deux femmes. La première était aussi furieuse que la seconde semblait abattue. Qui l'aurait cru ? Tout compte fait, ça ne me change pas beaucoup des disputes du bordel. Songea la jeune servante avec le détachement typique d'une simple spectatrice qui n'est pas impliquée dans le débat. Les murmures et la tension ambiante eurent tout fait de lui révéler l'identité des protagonistes. L'homme n'était rien de moins que le médecin de la cour intérieure, le seul qui puisse revendiquer un tel titre. Entourées de leurs dames de compagnie, les deux femmes qui accaparaient l'attention de tous se classaient respectivement au premier et au second rang des concubines de la cour. Dame Lifa, ci-devant génitrice bénie du prince impérial, et Dame Gyokyo, ci-devant génitrice un peu moins bénie de la petite princesse. « C'est ta faute !» s'exclamait la première. « Tu as jeté un sort à tous les enfants mâles, y compris à mon petit prince chéri, sous prétexte que tu n'as eu qu'une fille. » La colère rendrait laid le plus joli des Milois. Pâle comme un cadavre, le regard empli de fureur, Dame Lifa faisait peine à voir, d'autant qu'elle venait, semblait-il, de gifler sa belle rivale. La joue rougie de cette dernière en était la preuve. « Tu sais très bien que c'est faux !» se défendit d'un ton calme la jeune femme malmenée, une main posée sur sa pommette pour en apaiser la brumure. « Ma Shaolin Li aussi est malade. » C'était le surnom affectueux qu'elle donnait à la petite princesse. Les cheveux roux et les yeux émeraudes de Dame Gyokyo trahissaient ses origines occidentales. Elle redressa fièrement la tête pour prendre à partie le médecin. « C'est pourquoi je vous demande de ne pas la négliger. »
L'homme qui s'évertue à calmer le jeu se trouvait donc à l'origine même de la dispute. Inquiète de le voir passer autant de temps au chevet du jeune prince, Dame Gyokyo était venue défendre la cause de sa fille, une attitude bien compréhensible pour une mère. Sauf qu'à la cour intérieure, le destin des garçons l'emportait toujours sur la bonne santé des petites filles. Pris entre deux feux, le praticien se trouvait bien en peine de bredouiller une excuse. Quel escroc celui-là, songea Mao Mao. Comment la solution pouvait-elle ainsi échapper au fonctionnaire impérial avec tous ces indices répandus sous son nez? Il n'avait qu'à ouvrir les yeux. Mort de nourrisson, migraine, maux de ventre, nausées. Sans compter l'effroyable pâleur et la maigreur de Dame Nifa. Il me faut de quoi écrire, souffla la jeune servante en quittant le quartier central. Plongée dans ses pensées, elle ne remarqua pas l'homme qui croisa son chemin. Je ne vais pas prononcer le nom du protagoniste masculin comme vous vous y attendez. Je le prononce à la chinoise, même si c'est un livre écrit par une japonaise, mais c'est clairement un univers chinois. Eh bien, vous allez vous y faire. Ça met le nez dans le mouchoir. Oh, mais je suis malade, là. Un peu de pitié, s'il vous plaît. Ok? Sinon, je parle pas de langue comme ça. J'ai le nez qui me gratte. Et les gens qui écoutent la rediff, là. Ils se disent, mais pourquoi? Mais continue ta lecture. Hé Jeanne. Chapitre 3. Mais en vrai, je vais l'appeler comme dans le manga, parce que sinon, en fait, en chinois, ça se lirait Qin-Shi, mais ça fait très bizarre de l'appeler Qin-Shi. On va pas se mentir, donc il va rester Jin-Shi. Mais c'est très étrange. Ou alors il l'appelle différemment en japonais. Faudrait qu'on fasse par rapport au japonais. Je regarderai par rapport dans le manga et je vous dirai. Mais pour l'instant, ce sera Jin-Shi. Parce que Jin-Shi... voilà. Chapitre 3. Voilà que ça recommence, murmura Jin-Shi entre ses dents. L'une de ses nombreuses responsabilités, en sa qualité d'intendant du Rogong, consistait à apaiser les disputes entre les plus jolies ou les plus vénéneuses fleurs de la cour. Fendant la foule, il dépassa une jeune servante en train de s'éloigner. De petite taille et le visage parsemé de taches de rousseur, elle n'avait rien de remarquable, si ce n'est cette manière de parler dans sa barbe d'un air concentré. Rien ne lui aurait été plus facile que de l'oublier. La nouvelle de la mort du jeune prince fut annoncée 1 mois plus tard. Accablée par le deuil, Dame Lifa avait tant maigri qu'elle en avait perdu la beauté qui avait fait d'elle le joyau de la cour intérieure. Qu'elle souffre de la même maladie que son fils ou d'un trop grand chagrin, elle ne semblait en tout cas plus en état de porter un enfant. En revanche, la petite Linli s'était remise de l'affection aiguë qui l'avait assaillie. L'empereur endeuillé allait si souvent trouver du réconfort auprès de la toute jeune princesse et de sa mère, Dame Gyokyo, que personne ne sera étonné de savoir la concubine à nouveau enceinte. Les 2 nourrissons avaient souffert d'un mal semblable. Pourtant, seul l'un d'eux avait péri quand l'autre avait survécu. Comment l'expliquer? Leur légère différence d'âge était-elle en cause? Entre bébés, 3 mois d'écart n'étaient pas négligeables. S'il s'était s'agit d'une histoire de constitution, Dame Lifa aurait dû se rétablir aussi promptement que la princesse. À condition, bien sûr, que son déclin n'ait pas uniquement été provoqué par la perte de son fils. Distrait par toutes ces questions, Jin-Shi relisait sans grand intérêt la paperasse laissée à son approbation. Peut-être valait-il mieux chercher chez Dame Gyokyo ce qui différenciait les 2 enfants. « Je sors !» annonça-t-il à ses subalternes en apposant son tampon sur la dernière page du dossier. Le sourire de la princesse arrondissait encore davantage ses minuscules joues roses vifs, les rendant pareils à des petits pains de vapeur. Sa menotte était refermée sur les doigts de Jin-Shi, et l'innocence propre au bambin débordait de ses yeux. « Non, mon enfant, lâche-le !» la gronda doucement sa mère. Dame Gyokyo emmaillota sa fille avant de la reposer dans son berceau. La princesse gigota pour se débarrasser de la couverture, gazouillant gaiement sans quitter leur invité des yeux. «
À quoi dois-je cette visite ?» s'enquit la concubine. Elle avait toujours été perspicace. Aussi l'intendant du Rogong alla-t-il droit au but. De quelle façon la princesse s'est-elle rétablie? La jeune femme s'autorisa un mince sourire avant d'aller récupérer un petit étui, d'où elle sortit un ruban de tissu assez quelconque, de toute évidence arraché à un vêtement. On pouvait y lire un message rédigé d'une écriture grossière. En plus d'être de taille inégale, certaines lettres s'étaient estampées au point d'en devenir presque illisibles. Sans doute l'encre, tirée de l'eau d'herbe écrasée, n'y était-elle pas étrangère. La poudre de votre maquillage est toxique. Tenez-la à distance du bébé. L'auteur avait-il délibérément négligé la calligraphie? Votre maquillage? Demanda Jinchi, intriguée. Oui, confirma Dame Gyokyo. Elle abandonna sa fille aux soins de la dame de compagnie qui surveillait le berceau pour sortir d'un tiroir un paquet soigneusement enveloppé de tissu qu'elle déballa. Un récipient en céramique apparut, ainsi qu'un petit nuage de poudre quand elle en souleva le couvercle. Est-ce là la poudre incriminée? Tout à fait. Avec sa nature de peau très pâle, Dame Gyokyo n'avait pas besoin de fard pour donner à son teint la blancheur tant prisée au sein de la cour intérieure. Tout l'inverse de Dame Lifa, qui en usait chaque jour pour masquer sa mine de plus en plus cireuse. « Ma petite princesse a beaucoup d'appétit, » expliqua la jeune femme. « Je ne produisais pas assez de lait pour elle, alors j'ai fait appel à une nourrice. Les mères qui avaient perdu un enfant en bas âge étaient parfois engagées pour allaiter les nouveau-nés des autres. Cette poudre lui appartenait, poursuivit Dame Gyokyo. Elle la trouvait plus blanche. Où est cette femme à présent? Elle est tombée malade, donc je l'ai renvoyée. Avec une généreuse compensation pour son travail, bien sûr. Une marque de bonté qui n'étonna pas son interlocuteur. Il savait la favorite de l'empereur aussi intelligente que bienveillante, parfois trop pour son propre bien. La théorie de la poudre empoisonnée méritait néanmoins toute l'attention du fonctionnaire impérial. Si la mère s'en recouvrait, l'enfant pouvait être atteint par le poison, dans l'hypothèse où il passerait dans le lait nourricier. Ni Jinchi, ni Dame Gyokyo n'avaient connaissance de l'existence d'une telle substance, mais, à en croire le message anonyme, il fallait y voir la cause de la mort du jeune prince. Un simple maquillage utilisé par certaines des femmes du Rogong. « Mon ignorance est inexcusable, » déclara la mère de la princesse. « J'aurais dû faire plus attention à ce qu'ingérait mon bébé. »« Je suis tout aussi coupable que vous, » répondit Jinchi. « Coucou Soso, ça va? C'était bon en grosse aujourd'hui? » C'était quoi? Sa propre négligence avait entraîné le décès du fils de l'empereur, voire peut-être d'autres enfants dans le ventre de leur mère. J'ai averti Dame Lifa des dangers de la poudre, mais elle n'a rien voulu entendre, poursuivit la concubine. Malgré la mise en garde, la jeune femme en deuil était restée convaincue de l'innocuité de son maquillage. Elle continuait d'ailleurs de s'enfarder chaque jour, apposant sur ses cernes de plus en plus marquées une couche toujours plus épaisse. Oh, moi ça va, je suis malade comme ça. T'as un rhume, t'as la grippe, t'as le Covid. Dommage pour le crous. Jinchi étudia le bout d'étoffe. Il lui semblait en reconnaître la provenance. L'écriture volontairement déformée paraissait avoir été tracée par une main féminine. « Qui vous a remis ce message et quand ?» demanda l'employé impérial. « Il m'est arrivé le jour où j'ai supplié le médecin d'examiner ma fille. Je n'ai réussi qu'à vous causer du tracas ce jour-là, je le crains. Toujours est-il qu'à mon retour, ce ruban m'attendait à la fenêtre. Il était noué à un rameau de rhododendron. » Jinchi se remémora la journée ainsi que l'attroupement. Une des femmes dans la foule avait-elle remarqué un détail qui l'aurait ensuite poussé à écrire ce message? Et si oui, qui était-elle? Aucun médecin du palais n'userait de telles méthodes détournées, dit-il en réfléchissant à voix haute. En effet, le nôtre n'a jamais su établir le moindre diagnostic. À force d'y repenser, Jinchi se souvient d'une servante qui s'était écartée des autres spectatrices. Elle avait marmonné quelque chose. Que disait-elle donc? Il me faut de quoi écrire. Un petit rictus naquit sur le visage de l'eunuque. Les pièces du puzzle se mettaient petit à petit en place. Que feriez-vous si je parvenais à retrouver l'auteur de ce message, Dame Gyokyo? Eh bien, ma foi, je le remercierais du fond du cœur d'avoir sauvé la vie de ma fille, répondit la concubine, enchantée à cette idée. Très bien. Dans ce cas, verriez-vous un inconvénient à ce que je vous emprunte ces quelques indices? Pas la moindre du monde. J'ai hâte de voir vos recherches aboutir. Après avoir rendu son sourire à la jeune femme,
Shenshi récupéra le récipient de céramique ainsi que le bout de tissu. Je m'en voudrais de décevoir la favorite de Sa Majesté impériale, lui assura-t-il, avec l'innocence d'un enfant impatient de se lancer dans une chasse au trésor. Ah, ça sent la grippe, ça, sur le Covid. Pose-toi bien, tu prends un petit plaid. T'es là, petite infusion chaude. Tu peux nous écouter. Tu te mets dans le lit, hop, tu t'endors en écoutant. Les carnets de l'apothicaire. On est au chapitre. On va commencer le chapitre